Les abysses. Moins explorés que notre système solaire, les fonds marins tapissent pourtant les 2/3 de notre planète. Territoire mystérieux, ces immensités n'ont jamais cessé de fasciner l'homme. On pressent que le futur viendra à travers cet équilibre entre l'homme et la mer. Il y a tout à découvrir. Aventuriers, scientifiques, militaires, tous ont réalisé de véritables exploits technologiques et humains pour s'y aventurer, en bravant les contraintes du froid, l'absence de lumière et les pressions extrêmes. Ce qui était révolutionnaire, c'était la découverte de nouveaux écosystèmes qu'on n'avait pas imaginés jusque-là. Et d'avoir la vie en grand fond, sans lumière et sans oxygène, forcément, c'était une révolution. Quand on pense à la pression qui règne à ces profondeurs, c'est des gens qui sont descendus au-delà de 10 000 mètres de profondeur. L'exploration des abysses a profité des plus grandes avancées technologiques. Ingénieurs, techniciens ont rivalisé d'intelligence pour créer des véhicules sous-marins ou robots sophistiqués capables de remplacer les hommes dans les grandes profondeurs. Grâce à tous les développements technologiques, on a des engins sous-marins capables de naviguer dans les courants et dans les zones irrégulières, qui sont des zones très dangereuses. Et aujourd'hui, on a des robots qui, de plus en plus, sont en train de reproduire les gestes de l'humain. On pourra travailler sans limite de temps à très très grande profondeur. La conquête des fonds marins constitue une épopée humaine et technologique extraordinaire, comparable à la conquête spatiale, où l'audace de certains pionniers a permis de révéler des pans encore inexplorés de notre planète et de refaire vivre le goût de l'aventure. Il voulait vraiment alerter ses contemporains sur cette science émergente à l'époque qu'était l'océanographie. Les premières fois que je suis descendu, et je voyais le vide autour de moi, c'était de l'eau, que de l'eau. Là, tout à coup, il y a des robots. Oui, ils sont pilotés de la surface. Oui, il y a le parfum de l'aventure, il est un peu mort. Mais ça me fait rêver quand même parce que c'est de la science-fiction de voir le poulpe à oreille, toutes ces créatures profondes. Et quand ça s'arrête, tu te dis, ça existe vraiment. Ces capsules plongeantes ont vraiment révolutionné l'océanographie. Ça veut dire qu'on est capable d'aller jusqu'au sommet de l'Everest, des plus hautes montagnes, et qu'on est capable de descendre dans la fosse des Mariannes, dans les plus grandes profondeurs. Et c'est le début de la grande exploration des abysses. Des premières cloches à plongeurs au bathyscaphe jusqu'aux sous-marins et robots humanoïdes, voici l'incroyable histoire de la conquête des abysses. Une fascinante odyssée au cœur de territoires insoupçonnés. Durant des siècles, l'océan est juste un lieu de passage où il est dangereux de s'attarder. Nul n'ose se risquer sous la surface de cette étendue hostile, peuplée de créatures fantastiques. Encore aujourd'hui, s'aventurer dans les grandes profondeurs représente, pour l'homme, un défi. Je pense qu'on a une idée plus claire de la surface de la Lune et même de la surface de Mars que des grandes profondeurs de notre planète. S'intéresser aux grandes profondeurs, aux abysses ou même à des profondeurs moindres, hein, c'est tellement des obstacles, c'est tellement des contraintes qu'il y a tous les ingrédients pour que ça crée des vocations, parce que ça crée de la passion. Lorsque sort le film 20 000 lieues sous les mers, en 1916, le grand public découvre pour la première fois sur grand écran des images en mouvement du monde sous-marin. Elles ont été tournées dans les eaux claires des Bahamas, sous la supervision de deux frères, Ernst et George Williamson, grâce à un dispositif appelé photosphère. Avec sa caméra, l'opérateur descend dans un tube étanche qui peut s'étirer en accordéon jusqu'à 6,50 mètres sous la surface, pour rejoindre une sphère dotée d'un hublot.
L'effet est saisissant. Et la vision des scaphandriers du capitaine Nemo, combattant des requins-tigres, réalisés sans trucage, fait sensation. Poser un regard neuf sur le monde sous-marin. C'était tout l'enjeu du roman de Jules Verne, publié un demi-siècle auparavant. Les progrès scientifiques de son temps avaient inspiré à l'écrivain une œuvre visionnaire. 20 000 lieues sous les mers posaient déjà les bases de toute l'exploration sous-marine moderne. Elle en reste, encore aujourd'hui, la référence incontournable. Jules Verne a été le premier à penser que ces hommes qui allaient explorer, qui allaient partir dans cette grande aventure humaine sous la mer, partir avec une autre philosophie, un autre regard, un autre comportement, et vraiment vivre en osmose avec ce nouveau monde. Au milieu du XIXe siècle, le développement des lignes télégraphiques est l'élément déclencheur. Des kilomètres de câbles de cuivre doivent être déployés sous la mer et relier les différents continents. Des sondages sont réalisés depuis la surface pour mieux comprendre le relief et la nature du sol. Et la remontée d'un câble endommagé en 1861 permet, après analyse, de révéler la présence d'une vie dans les grandes profondeurs. À peine 10 ans plus tard, l'Écossais Charles Wyville Thomson, de l'Université d'Édimbourg, convainc la Royal Navy de lui confier un vaisseau militaire, le Challenger, et entreprend la première expédition océanographique de l'histoire. Les canons sont retirés, tandis que des laboratoires sont aménagés, ainsi que de grands chaluts destinés à la récolte de spécimens zoologiques. 4 années durant, l'équipage sillonne les océans Atlantique, Austral, Indien et Pacifique. Près de 120 000 km, étudiant de manière systématique les propriétés physiques de l'océan, sa profondeur, sa faune et ses courants. 4000 espèces nouvelles sont recensées, dont certaines sont remontées depuis une profondeur de plus de 5500 mètres. Le câble, quand on fait un chalutage notamment, il ne va pas descendre à la verticale, il va être oblique. C'est-à-dire que si on veut aller chaluter à 5000 mètres de profondeur, il faut pratiquement 8000 mètres de câble. Vous vous rendez compte ce que ça représente en technique pour fabriquer le câble, pour dérouler le câble, pour réenrouler le câble sans qu'il fasse de nœuds. Donc c'était déjà des techniques qui étaient très au point dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, on a à peu près les mêmes. On est au début des années 1870. Et là, on va vraiment aller explorer des zones profondes. La station la plus profonde du Challenger, elle est entre 7000 et 8000 mètres de profondeur dans la fosse des Caïmans. Et là, on trouve aussi de la vie à ces profondeurs. Donc c'était parti, et c'est le début de la grande exploration des abysses. L'exemple du Challenger est rapidement suivi par d'autres nations. En France, sous la direction du zoologiste Alphonse Milne-Edwards, le musée d'histoire naturelle initie à son tour entre 1880 et 1883 plusieurs expéditions, en Atlantique et en Méditerranée. Au début de l'année 1884, il présente même au public les spécimens récoltés, ainsi que le matériel océanographique utilisé. Cette exposition, la première du genre, remporte un très grand succès. À Monaco, le prince Albert Ier se passionne lui aussi pour cette science nouvelle. Il se documente sur ses dernières avancées et, en marin confirmé, dirige chaque année sur ses navires de grandes campagnes d'études et de collecte. Il s'adjoint les talents de nombreux chercheurs, zoologistes, hydrographes, physiologistes, les invitant à poursuivre à son bord leurs différents travaux. Nasses, treuils, chaluts, de nouveaux équipements sont sans cesse expérimentés. Depuis le pont de la seconde Princesse Alice, cerfs-volants et ballons-sondes sont même envoyés vers la haute atmosphère afin d'étudier l'influence de l'élément marin sur les phénomènes météorologiques.
Le prince Albert Ier était à la fois un aventurier, un meneur d'hommes, un visionnaire, un amoureux des sciences. Et je crois qu'il avait vraiment cette idée que la science était un des grands moteurs de la civilisation. Il a mené quelques 28 expéditions sur différentes mers et sur différents océans, de l'Arctique à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique. Il voulait vraiment alerter ses contemporains sur cette science émergente à l'époque qu'était l'océanographie. Même s'il n'était pas un scientifique lui-même, il avait vraiment cette vision de comment mieux comprendre le milieu marin et donc mieux le protéger. Supervisé par le prince, près de 110 volumes scientifiques sont publiés à partir de 1889, qui détaillent les résultats des études menées sur le terrain. Le 29 mars 1910, Albert Ier inaugure par ailleurs un grand musée océanographique. Érigé à flanc de falaise, l'édifice culmine à 85 mètres au-dessus de la mer. De grandes salles d'exposition sont ouvertes au public. Et le bâtiment comporte aussi de nombreux laboratoires et espaces de travail dédiés à la recherche. Cette formidable réalisation artistique et technique a nécessité 11 années de travaux et rend un hommage vibrant à la richesse du monde sous-marin. Les grandes campagnes scientifiques, initiées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ont permis de faire évoluer le regard des hommes sur les océans. L'exploration de ceux-ci, toutefois, leur demeurait interdite. S'aventurer sous la surface, depuis toujours, avait enflammé les imaginaires. Trouver les moyens d'y évoluer librement, de pouvoir y respirer et de résister à la pression qui augmente sans cesse avec la profondeur. Dès l'Antiquité, des expériences sont tentées à des fins militaires en utilisant des vessies animales remplies d'air. Au XVe siècle, Léonard de Vinci imagine une combinaison de cuir qu'il laisse cependant à l'état de croquis. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir réaliser différents prototypes. Un tonneau doté d'un hublot et de 2 manchons pour y glisser ses bras. De premiers scaphandres à casque, traînant derrière eux une réserve d'air comprimé ou alimenté par un tuyau grâce à une équipe de surface. Popularisés par le physicien britannique Edmond Halley, ce sont cependant les cloches à plongeurs qui, durant des décennies, permettent de répondre aux besoins grandissants de travaux sous-marins. L'objectif à l'époque était de pouvoir travailler au fond de la mer, que ce soit pour récupérer des cargaisons de bateaux coulés, que ce soit pour récupérer des ressources naturelles, éponges, corail ou autres. Et donc, les cloches ont permis ce mouvement d'ascenseur en restant dans une petite bulle d'air qui était emprisonnée en surface pour atteindre le fond. La principale limite était l'extrême lourdeur du dispositif. Parce que pour manipuler une cloche et envoyer 2 plongeurs à 10 mètres ou 20 mètres grand maximum de profondeur, il fallait toute une équipe de plusieurs dizaines de personnes. Ça coûtait une fortune et c'était tout sauf efficace. Progressivement, les cloches cèdent la place aux scaphandriers. Mais les effets de la pression sur le corps humain sont encore mal connus et les accidents sont nombreux. Ce sont les travaux du physiologiste français Paul Bert, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui permettent de comprendre le phénomène. La plupart de ces accidents seraient dus à une remontée trop rapide. L'air que nous respirons est composé d'environ 20% d'oxygène et 80% d'azote. Avec la pression, l'azote se dissout dans le sang et les tissus. Lorsque la pression diminue trop vite, il redevient gazeux et des microbules peuvent alors se former
entraînant de graves lésions, parfois mortelles. Pour les scaphandriers, il est donc indispensable de permettre à leur organisme de s'adapter de manière progressive à l'évolution de la pression environnante. L'équipement des scaphandriers est imposant. Une combinaison étanche en toile caoutchoutée pour se protéger du froid. Un casque boulonné doté de hublots et de lourdes semelles de plomb pour se maintenir sur le fond. À ces dernières, ils doivent leur surnom, les pieds lourds, ces travailleurs des profondeurs à la démarche spectaculaire. Les pieds lourds, c'est une tenue extravagante, un petit peu comme les scaphandres des cosmonautes. C'est quelque chose qui rompt complètement avec les autres tenues de travail qu'on peut imaginer à terre. Ça a sans doute beaucoup pris dans l'imaginaire parce que l'époque des pieds lourds a coïncidé avec l'essor de la presse populaire illustrée. Et donc l'illustration de presse du 19e siècle a vraiment construit dans le grand public l'image de ces chevaliers des temps modernes qui vont lutter contre un élément hostile et contre une faune aussi extrêmement hostile, ce qui était complètement faux, mais qui a fait les beaux jours de la presse pendant des décennies. Tout au long du 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e, le marché des pieds lourds ne cesse de se développer. Il est dominé en grande partie par la société anglaise Zeeb Gorman. Les besoins sont multiples. Chantiers de génie civil, opérations de sauvetage, dégagement des rades et des ports encombrés d'épaves lors des 2 guerres mondiales. Quelques modèles de scaphandres, dits rigides, font aussi leur apparition. Avec l'équipement habituel, la pression de l'air respiré par un scaphandrier doit être en permanence ajustée afin de correspondre à celle du milieu environnant. Protégé par cette armure, le scaphandrier respire désormais le même air qu'en surface, ce qui est pour lui moins éprouvant, en acceptant toutefois une nette diminution de sa liberté de mouvement. La liberté de mouvement, c'est bien ce dont rêvait Jules Verne en équipant Nemo et ses hommes de scaphandres ultra légers disposant d'une réserve d'air qui les rendait indépendants de la surface. Il s'était inspiré d'une invention bien réelle qu'il avait remarquée lors de l'exposition universelle de 1867. Ce premier scaphandre autonome de l'histoire avait été conçu en France, dans l'Aveyron, à plus de 100 km de la moindre côte. Il était l'œuvre d'un ingénieur des mines, Benoît Rouquayrol, et d'Auguste de Nérouze, un lieutenant de vaisseau. Prévu au départ pour le sauvetage de mineurs en difficulté, ce système avait été adapté pour servir à des travaux sous-marins. Pourtant, bien que formidablement novateur, il ne répondait que partiellement aux besoins des industriels, et sa production devait rester limitée. Avec un appareil de 30 litres, il pouvait avoir une autonomie de 30 minutes à 10 mètres de profondeur. C'est-à-dire que c'était pour les interventions rapides. Pour l'armée, par exemple, ça pouvait être très utile, même pour les sauvetages. Mais après, si c'était pour travailler des heures, parce que même avec les pieds lourds, des fois, il restait plus de 5 heures sans remonter la surface. Tandis que là, ce n'était pas le même usage. C'est pour ça que dans les années 1900, 1920, le scaphandre autonome était moins utilisé que les scaphandres classiques. Au début du XXe siècle, la présence des hommes sous la mer se limite encore au seul scaphandrier, qui se contente d'en arpenter le fond. Pourtant, commence à s'affirmer le désir d'une liberté nouvelle,
pouvoir enfin, sans entrave, évoluer au milieu des créatures marines. Mi-homme, mi-poisson. La chasse sous-marine est le moteur de cette évolution. Elle se développe dans les années 1930, sur la Côte d'Azur, où un climat favorable et une faune abondante attirent une poignée de passionnés. Les palmes natatoires viennent de faire leur apparition, facilitant les déplacements sous l'eau et diminuant les efforts des plongeurs. Mobilité, légèreté, tel est le credo de ces pionniers, dont l'équipement se complète simplement de lunettes ou d'un masque, d'un tuba pour renouveler l'air sans qu'il soit besoin de refaire surface, et bien sûr, d'un fusil harpon. Des années 1930-40, c'est vraiment le boom de la chasse sous-marine sur la Côte d'Azur. Toute une série de passionnés se retrouvent, s'observent, s'échangent des techniques ou se concurrencent pour trouver qui aurait les lunettes les plus confortables, qui pouvait trouver aussi le fusil le plus efficace pour chasser. Il y avait véritablement ce goût pour un nouveau safari sous-marin. À cette époque, Yves Leprieur, inventeur et militaire de carrière, plonge même avec un dispositif respiratoire autonome. Alors qu'il ignore l'existence du système Rouquayrol de Nérouse, tombé peu à peu dans l'oubli, il a lui-même mis au point ce nouveau modèle en collaboration avec l'industriel Maurice Fernaise. L'ensemble pèse à peine 10 kg. Il permet d'effectuer des plongées d'une vingtaine de minutes à 7 ou 8 mètres de profondeur, vêtu d'un simple maillot de bain. L'enthousiasme communicatif de Leprieur contribue grandement à populariser l'image de ce nouveau sport loisir auprès du public. Lors de l'exposition universelle de 1937, il présente ainsi dans l'aquarium du Trocadéro une nouvelle version de son appareil, développée cette fois sans Fernaise. Tout en soulignant sa facilité d'utilisation, il en détaille les possibilités. Permettre d'évoluer dans n'importe quelle position, libéré de la pesanteur, sans aucun effort apparent. Avec son ami, le cinéaste Jean Painlevé, ils fondent même le club des sous-lots, qui réunit pour la première fois des adeptes de la plongée en bouteille. Équipés du scaphandre Leprieur, tous se retrouvent en piscine ou dans sa propriété du Midi. Une autre de ses inventions, le vélo-pompe, est également utilisée. Reliée par un tuyau au masque du plongeur, elle lui communique directement l'air comprimé nécessaire, sans qu'il soit cette fois besoin d'emporter de bouteilles. En 1939, la Seconde Guerre mondiale vient mettre un terme à cette période d'insouciance. Pour les plongeurs militaires, se multiplient alors les missions de déminage, de sauvetage, de reconnaissance ou de combat. Les expérimentations aussi, afin d'améliorer les performances des différents équipements. Alors que les Allemands occupent la France, un jeune officier de marine, Jacques-Yves Cousteau, travaille à un nouveau modèle de scaphandre autonome. Il repose sur l'utilisation d'un détendeur dit à la demande, capable de réguler au plus près la consommation d'air. Grâce à lui, la réserve est uniquement sollicitée lorsque le plongeur effectue une inspiration via un embout buccal.
Avec le système Le Prieur, qui fonctionnait en débit continu, une grande partie de l'air était gaspillée. Le gain d'autonomie, désormais, est considérable. Ce détendeur s'inspire directement de celui qui équipe certaines voitures à gazogène, mis au point par l'ingénieur Émile Gagnant afin de répondre à la restriction de carburant de ces années de guerre. Contacté par Cousteau, il collabore avec lui pour adapter son invention aux besoins de la plongée. À la fin du conflit, les deux hommes déposent finalement un brevet. Le scaphandre Cousteau-Gagnant vient de naître. Il ouvrira bientôt la voie à toute la plongée moderne. Dans le même temps, une nouvelle unité de la Marine nationale française est créée, qui va permettre à Cousteau d'en explorer toutes les possibilités. Entouré de deux autres pionniers, avec lesquels il partage ses plongées depuis des années. Frédéric Dumas, un civil spécialiste de la chasse sous-marine, et le capitaine de corvette Philippe Taillez. Ces trois personnes vont être à la création en 1945 du groupe de recherche sous-marine. L'état-major de la marine en 1945 décide finalement de couper le cordon des plongeurs avec la surface. Ça nous a permis de développer des équipements adaptés à nos besoins, aux besoins des armées, mais également d'avancer en termes de procédures pour prendre en compte des accidents de plongée. Une poignée de volontaires est recrutée. Aux côtés de Taillez, Dumas et Cousteau, ils effectuent alors de nombreuses plongées expérimentales en Méditerranée. Celles-ci permettent d'établir de premières tables de décompression, ainsi qu'un manuel militaire fixant les protocoles à respecter. Les plongeurs apprennent aussi à se familiariser avec le phénomène de la narcose, ou ivresse des profondeurs. Passés les 30 premiers mètres, l'azote contenu dans l'air commence à devenir toxique et peut provoquer des symptômes identiques à ceux provoqués par une consommation d'alcool excessive. Des troubles du comportement sont observés, à l'origine d'imprudences pouvant être fatales. Le 17 septembre 1947, le premier maître Maurice Fargue en fait la terrible expérience, alors qu'il tente de battre un nouveau record de profondeur. À cette époque, on met un boot à plus de 120 mètres de fond et on met des petites plaques en bois qui permet au plongeur qui va essayer de battre le record de noter en temps réel ses impressions. Et on voit à 90 mètres de profondeur que le premier maître Fargue écrit qu'il fait sombre, qu'il commence à faire froid. Et au fur et à mesure qu'il descend, on voit les pertes cognitives, l'impact de la narcose. Et malheureusement, lors de cette plongée, alors qu'il signe sa dernière planchette à 120 mètres, il sera récupéré par les plongeurs de secours sans vie. Il aura battu le record. Malheureusement, il sera décédé à la suite de cette plongée. Ces expérimentations menées par les militaires, en France comme à l'étranger, font l'objet d'un strict encadrement médical, dans le traitement des accidents provoqués par des remontées trop rapides notamment. Les plongeurs sont pris en charge dans des caissons hyperbares étanches, afin de recomprimer les gaz inertes contenus dans leurs organismes, puis de les décomprimer progressivement. On a développé la plongée en même temps que l'on développait la physiologie de la plongée, la physiologie hyperbare. Je crois que le binôme ingénieur-plongeur, médecin, pharmacien-chimiste était indispensable, et même encore aujourd'hui. On ne voit pas une plongée profonde se réaliser sans un soutien sanitaire adéquat qui prend la forme dans la marine d'infirmiers hyperbares ou de médecins spécialistes de la plongée. Pour répondre à leurs besoins, militaires et industriels travaillent continuellement à faire reculer les limites de la plongée. Les limites de temps, grâce à des recycleurs d'air. Les recycleurs filtrent l'air expiré par le plongeur afin de le débarrasser du gaz carbonique qu'il contient.
Ils permettent ainsi qu'il soit respiré à nouveau, prolongeant d'autant la durée de la plongée. Les limites de profondeur également, en ayant recours à des mélanges gazeux. Puisque l'azote est responsable de la narcose, il faut donc en diminuer la proportion dans le mélange que va respirer le plongeur. Au profit de l'hélium, par exemple, dont l'utilisation se généralise au sein de la marine américaine. Au-delà de 60 mètres, tous ces scaphandriers et ces plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène. En 1948, il leur permet de réaliser une plongée record à une profondeur de 160 mètres. Si l'air devient toxique, il faut respirer autre chose que de l'air. C'est toujours des évidences qui sont choquantes. Comment ça respirer autre chose que de l'air? Ben oui, on va respirer autre chose. L'azote est narcotique, trouvons un gaz qui ne l'est pas, l'hélium. Voilà, l'hélium n'est pas narcotique. Mais la profondeur a un prix. Le temps, souvent très important, qui doit être consacré à la réalisation des paliers de décompression. Le phénomène physique, dit de saturation, offre peut-être la solution. Une fois les tissus de l'organisme saturés en gaz, le temps nécessaire à la décompression cesse en effet d'augmenter, que l'on passe quelques heures ou une semaine sur le fond. Si on veut envoyer quelqu'un à 200 mètres, oui, on sait ce qu'il faut lui faire respirer. On sait ce qu'il faut lui faire respirer. Très peu d'oxygène, beaucoup d'hélium, ça marche. Mais la décompression est trop longue. Si on veut lui faire un travail de quelques heures, au fond, il va lui falloir des journées pour remonter. Le problème, c'est la remontée. Comment on fait? Eh ben, on ne remonte plus. De la même manière qu'on a dit l'air est un problème, eh ben, on ne respire plus de l'air. La remontée est un problème, eh ben, on ne remonte plus. Mais comment le corps humain, soumis de manière prolongée aux fortes pressions sous-marines, va-t-il réagir? Pour le découvrir, il faut en faire physiquement l'expérience sur le terrain. En 1962, le Belge Robert Stenuit se fait immerger dans un caisson près de Nice par 60 mètres de fond. Le corps saturé d'hélium, il est le premier homme à rester 25 heures à une telle profondeur. Quelques jours plus tard, au large de Marseille, une nouvelle étape est franchie. Deux hommes, Albert Falco et Claude Vesely, séjournent une semaine dans un habitat sous-marin à moins 10 mètres, à partir duquel ils effectuent quotidiennement des plongées. Le projet est porté par Jacques-Yves Cousteau, qui a quitté l'armée pour se lancer dans la grande aventure de la Calypso. Dès l'année suivante, il imagine un projet encore plus ambitieux. Une véritable base sous-marine dont les infrastructures sont immergées au Soudan, en mer Rouge, sur un récif corallien. L'expérience dure cette fois un mois entier. Les 7 plongeurs qui ont pris résidence sous la surface s'acquittent également de nombreuses missions de science et d'exploration, collectant au passage un grand nombre d'échantillons. De son côté, l'US Navy poursuit ses propres recherches avec les habitats sous-marins SEALAB. Les opérations sont supervisées par le capitaine George Bond, médecin militaire dont les travaux sont à l'origine de la plongée à saturation. En 1964, le module SEALAB 1 est installé par 60 mètres de fond au large des Bermudes. Il est prévu pour accueillir 4 hommes dont les réactions physiologiques sont observées avec la plus grande attention. Lancé l'année suivante, SEALAB 2 attire tout spécialement l'attention du public. Grâce à un invité de marque, l'astronaute Scott Carpenter, qui à l'occasion du programme Mercury a été le second Américain à tourner en orbite autour de la Terre.
Ce sont deux milieux très compliqués à parcourir, parce que dans les deux cas, on ne peut pas y respirer, on ne peut pas s'y mouvoir, on ne peut pas y accéder simplement. Donc on retrouve véritablement à la fois les mêmes défis, compression, décompression, respiration, scaphandre, résistance au froid, et puis aussi cet aspect confinement vécu collectivement. Scott Carpenter se retrouvait à être le chef de mission sur Scilab. Sans doute que ce lien était un lien d'image, de communication pour montrer ces nouveaux héros qui contribuent à repousser les limites de la présence humaine et de la présence américaine, en l'occurrence dans de nouveaux espaces. Grâce à ces grands programmes expérimentaux, la preuve est faite que les hommes peuvent séjourner de longues périodes dans les profondeurs et y poursuivre des activités. Avant d'entamer un processus de décompression, certes long, mais unique, pour permettre à leurs organismes de se désaturer. À partir de la fin des années 60, quelques habitats sous-marins font encore leur apparition, mais de dimensions plus modestes et immergés à des profondeurs de 20 mètres maximum. Installés de façon permanente, ils ont désormais vocation à accueillir des scientifiques qui, le temps d'une mission, viennent y conduire différentes études océanographiques. En cette deuxième moitié du XXe siècle, le secteur industriel, tout comme l'armée, est à l'origine de grandes avancées dans le domaine de la plongée. Avec l'intensification de l'exploitation pétrolière offshore, le besoin d'intervention humaine en grande profondeur ne cesse d'augmenter. Créée en 1962, la COMEX, ou Compagnie maritime d'expertise, devient rapidement leader de ce marché très spécialisé. Fondée par Henri Delauze, ancien collaborateur de Cousteau, elle assure des missions d'entretien ou de réparation pour les infrastructures au large, ainsi que le raccordement des pipelines sous-marins. Les plongées peuvent être réalisées à des profondeurs extrêmes, entre 100 mètres et 200 mètres, et même au-delà. Pendant plus de 3 décennies, sous la direction de Delauze, la COMEX ne cessera de faire reculer les limites de la présence humaine sous la mer. Il était ingénieur foot plongée et c'est l'union de ces deux passions qui ont fait qu'en fait la COMEX est née. On était présents dans le monde entier et on a eu jusqu'à 3000 personnes dans le monde. On avait des COMEX dans quasiment tous les pays du monde, enfin en tout cas dans tous les gisements pétroliers. Delauze reprend à son compte les récentes découvertes dans le domaine de la saturation. Mais sa grande idée est d'installer l'habitat des plongeurs sur un navire au lieu de l'immerger, ce qui renforce la sécurité et autorise aussi une grande mobilité. Depuis ce caisson-vie, équilibré à la pression du fond, les hommes peuvent chaque jour rejoindre le chantier sous-marin. Ils empruntent une tourelle ascenseur, elle aussi équilibrée à la même pression, qui leur permet d'effectuer le trajet sans effort. Ils s'en échappent ensuite pour réaliser les travaux, mais y restent reliés par un cordon ombilical qui leur fournit le mélange gazeux à respirer, ainsi que de l'eau chaude pour les protéger du froid. Nous sommes les travailleurs de la mer, c'est-à-dire on va faire des connexions de pipeline, on va faire du découpage, de la soudure, du boulonnage. Les premières fois que je suis descendu, que je me suis retrouvé au fond, j'étais à 180 mètres, la tourelle au-dessus avec la lumière, donc je ne voyais que la lumière, et je voyais le vide autour de moi, c'était de l'eau, quoi, que de l'eau, du sable et de l'eau. C'est sûr que l'appréhension, on a l'impression d'être un peu désorienté, quoi. Il n'y a pas de point de repère. On n'a plus rien, à part la tourelle, il n'y a aucun point de repère tant qu'on n'a pas trouvé le lieu de travail. Mais le temps passe très vite au fond.
On est tellement pris par le travail que les heures, on ne les voit pas trop passer. En caisson, là, on ne travaillait pas, on s'ennuie un peu, quoi. À Marseille, la COMEX se dote aussi d'un grand centre pour assurer la formation de ses équipes et conduire ses différents programmes de recherche. Il est équipé d'un bassin d'essai, avec une fosse de 10 mètres de profondeur et d'un ensemble hyperbare à la pointe de la technologie. Quand on est arrivé ici dans les années 63-4, on était dans une campagne ici, en fait, entre la Pointe-Rouge et ce site, il y avait quasiment rien. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des capsules dans la Lune, etc. Non, on créait notre centre hyperbas. Et c'était donc un nouveau métier, et les gens, en fait, se sont dit, mais c'est extraordinaire, en fait, on participe à une nouvelle aventure. Avant d'être poursuivis en mer, les tests sont d'abord réalisés en caisson. Différents mélanges gazeux sont étudiés et les réactions physiologiques des plongeurs sont suivies pas à pas par l'équipe médicale. Ces travaux permettent de découvrir que l'hélium, à partir de 300 mètres, devient lui aussi toxique pour l'organisme et entraîne de graves troubles neurologiques. De nouveaux programmes sont alors conduits pour lui substituer de l'hydrogène et faire encore reculer cette limite. Alors les expérimentations, on arrivait, on nous mettait dans le caisson. On nous envoyait à une certaine profondeur, hein, que ce soit 100 mètres, 180, 200 mètres. Et on faisait la décompression. S'il y en avait un qui coinçait, qui avait un problème, il stoppait la décompression. Et on prenait soit de l'oxygène pour que ça résorbe mieux les bulles qu'on avait dans le sang, mais c'était rare qu'il y ait des incidents. C'était bien encadré. En 1992, pendant les essais Hydradis, Théo Mavrostomos atteint même 701 mètres. Un record absolu, à ce jour inégalé. Et mes deux collègues ont voulu arrêter. À 675 mètres, ils se sentaient mal, psychologiquement surtout. Et moi, j'étais pas content, parce que je me voyais, j'aimais pas l'échec de ne pas y être allé, surtout que je me sentais bien. Je me sentais tellement bien que je comprenais pas pourquoi on arrêtait. Et Deleuze m'a dit, c'est plus moi qui les commande, c'est l'éthique médicale. Et il est allé discuter avec eux. Et à 6h du matin, il est revenu, il m'a dit, si tu te sens, tu peux y aller, même seul, tu peux y aller. Et ce que j'ai gagné de laisser mon nom dans la plongée. On m'appelle l'homme le plus profond du monde, parce que le record n'a toujours pas été battu. Fait le record. Je ne cherchais pas un record à l'époque. Hein. C'était pour démontrer que l'être humain était capable de travailler à cette profondeur. Puis il s'est fait que, je suis allé à 700 mètres. Comme jusqu'à présent, il n'y a personne qui est allé à cette profondeur-là. Je reste le record. En gros, la recherche de l'homme sous la mer s'est arrêtée là. C'est arrêté avec Hydradis, Théo Mavrostomos, 701 mètres, avec ce cocktail. Je ne sais même pas s'il a vraiment été publié, c'est peut-être encore secret, je ne sais pas. Je vois si ça doit être connu. La proportion d'hydrogène, d'hélium et d'oxygène qui lui a permis, lui et lui seul. Sur le coup, tous les autres ont craqué avant. Donc ce n'est pas encore l'idée d'une plongée universelle, d'une solution qui passe pour n'importe quel être humain. Lui seul, comme par hasard, descendant de plongeurs, de pêcheurs d'éponges grecs de génération en génération, c'est sans doute pas pour rien que lui a réussi et pas les autres. Et voilà. Et après, ça s'est arrêté là. Le développement des activités industrielles dans les grandes profondeurs a également entraîné l'apparition d'une nouvelle génération de scaphandres rigides, dont la dextérité n'a cessé d'être améliorée. Conçu à la fin des années 1980, le Newtsuit est capable de fonctionner jusqu'à 300 mètres. Il est employé pour la maintenance des sites de forage
et a aussi été adopté par les marines militaires qui l'utilisent notamment lors du sauvetage de sous-marins en difficulté. Son poids est assez conséquent, 300 kg, une autonomie de 48 heures en mode survie. Et ce qui le limite dans ses actions, ça va être la performance physique du plongeur. Il faut compter à peu près 6 heures de travail. Après, les limites physiques commencent à se faire ressentir et ça devient compliqué. Toutes les pièces du New Suit sont articulées, c'est-à-dire qu'elles peuvent tourner sur 360 degrés, notamment la pince qui permet au plongeur de pouvoir saisir ou lâcher un objet et également de crocheter un objet. Situé dans la botte du plongeur, vous avez une semelle, une semelle à droite, une semelle à gauche, et ça va permettre au plongeur d'actionner les moteurs du scaphandre et lui permettre de se déplacer en 3 dimensions. Donc il n'a plus qu'à appuyer sur les extrémités pour ou soit avancer, ou soit reculer, ou soit translater vers la droite, ou soit translater vers la gauche. Donc sur l'arrière, vous pouvez voir 3 boîtiers électroniques. Vous avez les bouteilles d'oxygène pur qui vont avec un débit permettre au plongeur d'avoir de la même qualité d'air qu'on respire dans l'air atmosphérique. Et vous avez 4 moteurs qui donc permettent au plongeur de pouvoir évoluer en 3 dimensions. La particularité, c'est que ces moteurs peuvent être éjectés. Si jamais le plongeur reste bloqué sur le fond, il pourra décrocher sa laisse, éjecter ses moteurs et le New Suit est prévu de remonter à la surface tout seul. Réservé à quelques cas extrêmes bien spécifiques, le scaphandre rigide est peu utilisé. Il est toutefois le seul qui permette à l'homme de faire l'expérience des profondeurs, en s'affranchissant réellement des effets de la pression, sans qu'il soit besoin de respirer un autre air, ni d'opérer une lente décompression.